souciez-vous davantage de votre famille d'entrepreneurs dans la commande publique, renforcez leurs capacités, veillez à leur présence effective dans les concessions stratégiques et dans les divers contrats de partenariat public-privé. Ceci étant, le soutien de l'État impose aux entreprises nationales de s'organiser au regard des exigences de bonne gouvernance. D'abord par le respect des critères d'éligibilité, par l'égalité de traitement des soumissionnaires, exige aussi de nous de la transparence des procédures, en plus de l'évaluation de la santé financière de nos entreprises, parce que les questions de ratio utilisées pour définir notre performance peut-être sont à revoir. Et puis pourquoi, une question posée, pourquoi y a-t-il un sous-financement de l'économie? Donc l'intégration de notre secteur productif, nous la voulons plus forte. Notre pays dispose de pôles de compétitivité dans tous les secteurs de l'économie nationale, de potentialités énergétiques, minières, agricoles, industrielles et dans divers services, mais aussi d'infrastructures de dernière génération et d'un savoir-faire sénégalais. Le regard du parti de l'entreprise mesure à quel point l'action de votre département ministériel est multiforme. Dans la coopération économique bilatérale et multilatérale que nous voulons, c'est celle qui définit nos priorités et centres d'intérêt nationaux et qui privilégie l'offre pays la plus avantageuse pour le Sénégal. Une rencontre portant sur la signature de 2 conventions collectives, une offshore et une autre consacrée à la pêche, s'est tenue sous la présidence du ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires et en présence des syndicats et les différents acteurs. Selon Dr Fatou Diouf, ces conventions sont d'une importance capitale et permettront de combler le vide noté dans le secteur. Quel impact aura ces nouvelles conventions sur les conditions de vie et de travail des marins ou des agents de mer? La réponse de Madame le ministre Dr Fatou Diouf au micro de nos correspondants à Bourg, Astou Sow et Ousmane Bitey. La convention collective offshore, dont la signature, entre autres, nous a réunis aujourd'hui, est d'une importance certaine puisqu'elle répond à une exigence de conformité aux dispositions de la Convention du travail maritime de 2006 de l'OIT qui a été ratifiée par notre pays. Aussi, c'est un vide juridique qui se comble dans un secteur pétrogazier nouveau. Mesdames, Messieurs, la seconde convention collective fixant les conditions d'emploi des officiers et marins de la marine marchande, section pêche, a également toute sa pertinence. En effet, après 48 ans d'application, les dispositions de ce texte qui date de 1976 se sont révélées en déphasage avec l'évolution du contexte économique et social, les normes internationales du travail, les nouvelles fonctions à bord et les nouveaux types de pêche et de navires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie et de travail, qui est passé de 8 jours à 1 mois pour les marins et à 2 mois pour les agents de maîtrise et à 3 mois pour les officiers. Le paiement d'une nouvelle prime forfaitaire fixe de 65 000 francs CFA pour les marins sénégalais embarqués à bord des navires étrangers. Le relèvement des primes est celui de chaque emploi à la catégorie immédiatement supérieure. Cette conviction est partagée avec vous, acteurs du secteur maritime, pour relever ensemble les défis du développement inclusif. Les députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ont fait face à la presse ce mercredi. Ils parlent d'une falsification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui rendrait impossible la tenue actuelle de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Les députés ont aussi prévenu le président de l'hémicycle sur le prochain débat d'orientation budgétaire. Les détails de ce point de presse est signé Ndella Ndiaye.
parlementaire Yewwi Askan Wi a fait face à la presse mercredi. L'objectif est clair, discuter sur les défis majeurs parlementaires. Le débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale était au menu du jour, mais aussi les insuffisances du règlement intérieur. Des initiatives parlementaires sont ainsi à l'ordre du jour. Le groupe parlementaire a eu à déposer près d'1 millier de questions écrites. Également, en termes de commission d'enquête parlementaire qu'on a eu à proposer au sein de l'Assemblée nationale, les questions d'actualité, les questions orales, la saisine du Conseil constitutionnel. Nous avons organisé aujourd'hui un séminaire pour analyser le document pluriannuel de programmation économique et budgétaire qu'on appelle communément DPBEP. La Haute Cour de justice qui devait être installée depuis octobre 2022. La question de la transparence budgétaire, de la bonne gouvernance budgétaire également. Ces députés se sont aussi prononcés sur la déclaration de politique générale qui, à leurs yeux, n'est plus prise en charge par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Motion de censure, débat d'orientation budgétaire, loi des finances sont, entre autres, les thèmes annoncés. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et c'est un sujet assez grave qui est abordé parfois sous l'angle de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Alors que le sujet est beaucoup plus large parce qu'il s'agit de faux et usage de faux au sein de l'Assemblée nationale. Et après avoir analysé le règlement intérieur, après l'avoir consulté, nous avons constaté que cette édition de juillet 2021 est une fraude à la loi et porte une atteinte grave à la Constitution, aux lois de la République et aux prérogatives constitutionnelles de l'Assemblée nationale. Comme vous le voyez, la dernière modification de notre règlement intérieur, donc par voie de conséquence, donc tout ce qui est lié à la déclaration de politique générale ne figure plus dans le règlement intérieur. On vous a parlé d'un délai de 3 mois pour tenir la déclaration de politique générale, ça n'existe plus. C'est supprimé, c'est abrogé depuis 2019. Le délai de saisine de 8 jours pour tenir la déclaration de politique générale dans les 3 mois ne figure plus. La motion de censure ne figure plus dans notre règlement intérieur. La question de confiance ne figure plus dans le règlement intérieur. Entre légitimité et responsabilité, la déclaration de politique générale du Premier ministre au cœur d'une polémique. Le Premier ministre Ousmane Sonko doit faire une déclaration, ne serait-ce que pour le respect de la démocratie. Toutefois, la motion de censure est inutile dans une assemblée qui sera dissoute. C'est en tout cas l'avis de l'analyste politique Mamadou Sy Albert, joint au téléphone par Aïssatou Ba. Je crois que c'est une polémique inutile, en ce sens que tout le monde est d'accord au niveau des acteurs politiques que la déclaration de politique générale fait partie du jeu démocratique. Un Premier ministre qui est nommé, qui a une déclaration, il ne peut faire sa déclaration que devant l'Assemblée nationale. Ça, c'est par respect de l'exécutif vis-à-vis du Parlement. Ça fait partie de notre tradition. Je ne vois pas comment un homme politique pourrait refuser de respecter cette tradition républicaine. Maintenant, l'Assemblée nationale, dans son règlement intérieur, a supprimé le passage du Premier ministre devant l'Assemblée. Ça, c'est l'ancien régime qui l'a fait. C'est tellement simple. Ils ont la majorité. L'ancien régime a la majorité. Pourquoi s'ils estiment que le président doit venir et qu'il y a un vide qui est là, mais qu'ils modifient le règlement intérieur, c'est aussi simple que ça, d'autant qu'ils ont la majorité. Donc, par respect à la Constitution, par respect au règlement intérieur, je ne vois pas qu'est-ce qui empêcherait cette majorité de proposer à son bureau une réunion. Éducation à présent, Biodiversity for School, un démembrement de Biodiversity for Peace qui œuvre dans le micro-jardinage dans les établissements scolaires a organisé ce jeudi 27 une journée de retour d'expérience, d'échange, de capitalisation et d'évaluation au lycée John Fitzgerald Kennedy. À cet effet, Madame Diaye, la porteuse de projet, est revenue sur l'importance de cette rencontre et l'objectif du projet. Madame Diaye, dont les propos sont recueillis par Mansour Diassé. Nous l'avons organisé juste pour faire un retour d'expérience, parce que comme nous intervenons dans plusieurs établissements,
Aujourd'hui, il est important de rassembler les différents établissements pour qu'ils discutent entre eux, pour qu'ils partagent leur expérience, pour qu'ils trouvent des perspectives ensemble. Le premier objectif de développement durable, c'est l'ODD 4, qui est le catalyseur essentiel des différents autres ODD. Parce que quand l'ODD 4, ça correspond au milieu scolaire, immédiatement. Mais de cet ODD 4, il y en a d'autres. Par exemple, tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est santé et bien-être, tout ce qui est lutte contre la pauvreté, tout ce qui est épanouissement, zéro faim, ainsi de suite. Au Sénégal, nous avons, depuis l'existence de Biodiversity for Peace jusqu'à maintenant, nous avons accompagné 37 établissements, mais aujourd'hui, 23 sont très engagés et nous n'encadrons aujourd'hui, nous accompagnons aujourd'hui que 23. Nous vous le disions en titre, la baisse des prix des produits de consommation courante est entrée en vigueur ce lundi 24 juin. 72 heures après la mesure, la rédaction de GTV a fait un tour au marché Gueule-Tapée pour s'enquérir de la situation. Même si dans l'ensemble les nouveaux prix sont appliqués, il reste tout de même quelques réticences. C'est en tout cas ce qui ressort de ce constat fait par Amsatou Gano et Sayer Junior Ndiaye. Achetons un sac de riz à 19 000 francs. Il faut dire que nous devons payer le transport qui tourne autour environ 200 francs CFA. Donc, si nous vendons le kilo à 400 francs, cela revient à 20 000 francs le sac. C'est pas trop intéressant. Il fallait prendre du temps pour instaurer cette baisse des prix, discuter avec les différents acteurs autour du commerce, qu'il faut diminuer d'abord les taxes et après les prix vont suivre. Si les taxes ne sont pas revues à la baisse, cela restera très laborieux. Je suis très contente concernant cette décision. S'ils sont là, rien pour aider la population en diminuant les prix de certains denrées. On les félicite beaucoup parce que tout était cher. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu achètes le sac de riz à 19 000 francs CFA, chez le grossiste et tu... ministre de commerce bu bees bi na fexe tout résoudre affaire bi waxtaanee lépp solution bi maanaam 50 francs yi ñu ciy wàññi. Le nouveau ministre du commerce doit continuer les discussions, peut-être aider les importateurs du sucre, etc. ñu fexe tout ñoom tamit ñu jàppale leen ba xam ne ñoom tamit dinañ mën a wàññi dund. À mon humble avis, il aurait pu créer des sonadis comme auparavant pour faciliter les choses, mais aussi d'implanter des boutiques de référence et engager des jeunes sénégalais pour qu'ils puissent assurer la gestion. Toutes ces choses auraient pu éviter la cherté de la vie. Maintenant, la situation, elle est là, c'est le gouvernement qui décide. Nous, les commerçants, nous ne pouvons que suivre. Certes, cela ne nous arrange pas, mais nous n'y pouvons rien. Culture, la 25e édition du festival Nyaoua et musique du monde d'Essaouira s'ouvre ce jeudi dans la capitale de cette province marocaine du même nom, à 375 km au sud de Casablanca. Cet événement culturel d'envergure mondiale va débuter par une grande parade, véritable moment d'allégresse et de convivialité avant le concert d'ouverture qui sera donné par un collectif d'artistes du Maroc, de la Côte d'Ivoire, de l'Espagne et du Brésil, dont les Malem Hassan Boussou et Moulay El Taïeb Déby. Cette 25e édition du festival qui prendra fin donc samedi propose une programmation musicale riche et variée avec 53 concerts dont 6 concerts fusion. 400 artistes sont attendus à cette édition dont de grands noms des musiques du monde. Pour rappel, le festival a été créé en 1998 et qui est un événement culturel mondial dont l'objectif premier est de réhabiliter un patrimoine aux profondes racines africaines qui était menacé de disparition, mettre en valeur la splendeur de la destination d'Essaouira qui traversait alors un passage avide et contribuait à faire rayonner la culture marocaine dans le monde.
Sport à présent dans cette édition, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football et légende du football africain, a été auditionné ce mardi 25 juin au Caire en Égypte par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. L'ancien buteur du FC Barcelone a notamment été entendu sur de graves accusations de trucage de matchs du championnat du Cameroun portés à son encontre par des acteurs du football camerounais. La décision n'interviendra qu'après la délibération du jury, mais Samuel Eto'o risque gros si toutefois ces allégations sont établies. Les détails avec Abdoulaye Dieye. 25 juin au Caire en Égypte par le jury disciplinaire de la CAF suite à une convocation de la dite structure dans le cadre de l'affaire des matchs truqués. L'illustre footballeur africain Eto'o ne reconnaît pas avoir participé à une conversation dans laquelle il parle évidemment de corruption et affirme avoir essayé de rassurer le président d'un club sur certains problèmes qu'il rencontre. Et pourtant, l'instance fêtière affirme avoir reçu d'Henri Dialakan, un ancien vice-président de la FECAFOOT, un enregistrement d'une conversation téléphonique entre Samuel Eto'o, Victoria United, à propos de l'obligation de faire monter ce club en première division. L'autre affaire repose sur un contrat président de la FECAFOOT Paris sportif. Une confrontation cruciale pour l'image et la carrière du double ballon d'or africain, mais aussi sa crédibilité, tout comme l'intégrité même du sport camerounais, voire même africain. Ainsi, il risque pas moins, à vie de toute activité liée au football si sa culpabilité venait à être établie selon les règlements de la Confédération africaine de football, CAF. Mais une décision n'interviendra qu'après les délibérations du juge. Au fin des phases de groupe en Allemagne, 16 ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition qui débuteront ce samedi 29 juin et s'étendront jusqu'au mardi. France, deuxième du groupe D, derrière l'Autriche, jouera ce lundi 1er juillet contre la Belgique. Et puis pour la suite du programme des huitièmes de finale, le samedi 29 juin, deux rencontres: Suisse, Italie, Allemagne, Danemark. Le dimanche, Angleterre, Slovaquie, Espagne, Géorgie. Et puis le premier, on vient de vous le dire, la France fera face à la Belgique. Et puis Portugal face à Slovénie. Et enfin, le mardi 2 juillet, Roumanie, Pays-Bas. Et puis Autriche, Turquie. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir demain à la même heure, dans la bonne heure. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de soirée en compagnie des programmes de